Les partis politiques terminent leur dernier grand meeting avant les élections du 8 mai en Afrique du Sud. Le parti d'extrême gauche EFF a assuré à ses milliers de partisans à Soweto qu'il sortira victorieux du scrutin. Le maréchal Khalifa Haftar, lancé à la conquête de Tripoli, a appelé dimanche soir ses troupes à infliger une leçon plus dure encore aux forces pro-GNA. Un message délivré à l'occasion du Ramadan. Au Bénin, le corps retrouvé dans un parc national où 2 touristes français ont disparu est celui de leur guide. Les craintes d'un enlèvement sont élevées dans ce pays, jusque-là épargné par l'insécurité. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Les partis politiques terminent leur dernier grand meeting avant les élections sud-africaines du 8 mai 2019. Le parti d'extrême gauche, combattant pour la liberté économique EFF, a assuré à ses milliers de partisans à Soweto qu'il sortira victorieux du scrutin. Reportage. Julius Malema, son béret rouge vissé sur le crâne, est le commandant en chef des combattants pour la liberté économique EFF. Il a choisi Soweto pour clore la campagne avec un tour d'honneur entouré de ses gardes du corps en treillis, rebaptisés défenseurs de la révolution. Le FF surfe sur la morosité économique persistante, les scandales de corruption et la supposée bienveillance du chef de l'État vis-à-vis de la minorité blanche qui a dirigé le pays sous les décennies d'apartheid. Malema enfonce le clou contre le président Cyril Ramaphosa et l'ANC, accusés de tous les maux du pays. Camarades, je veux dire à tous ceux qui disent qu'ils ne voteront pas parce qu'ils ne voient pas comment un vote peut les aider, que vous vous suicidez parce qu'en ne votant pas, vous donnez le pouvoir à l'ANC. Le 8 mai, le drapeau rouge de l'EFF flottera haut. C'est ce qui se passera le 8 mai. Lorsque le drapeau rouge flottera, alors nous dirons tous que la liberté économique est arrivée en Afrique du Sud. Depuis des années, la redistribution de la terre au profit de la majorité noire est le cheval de bataille de Julius Malema. Plus qu'une nécessité économique, il en fait une question de principe. Souvent plus violente encore, la rhétorique anti-blanc lui a valu moult ennuis judiciaires. Les blancs, vous ne mangerez plus seuls. Nous venons nous asseoir à la table et si vous refusez, nous allons détruire cette table. Personne ne mangera tant qu'on n'aura pas tous mangé à la même table en Afrique du Sud. Un discours qui fait mouche et lui a permis de grignoter l'électorat jeune et pauvre de l'ANC. Les EFF ont obtenu un score national de 8% aux élections locales de 2016 et les sondages les créditent de 10 à 15% des voix le 8 mai. Très ambitieux, Julius Malema s'imagine volontiers en futur président d'Afrique du Sud. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a procédé le week-end écoulé à l'adoption de la loi portant suppression du poste de Premier ministre. Cette réforme a été introduite par le chef de l'État pour, je cite, permettre d'alléger les tâches de l'administration et d'aller beaucoup plus vite dans le traitement de dossiers. Un argument qui ne convainc pas l'opposition qui reste sceptique. Reportage, Cher Berthe. Tour à tour, les députés ont exposé leurs arguments pour faire passer la loi du côté de la majorité et tenter de la faire rejeter par l'opposition. Dans cette bataille d'arguments, les débats ont duré plus de 8 heures pour enfin voir la loi être adoptée à 124 voix pour, 7 contre et 7 abstentions. Pour la majorité, cette suppression du poste de Premier ministre va simplifier le fonctionnement de l'État. C'est le président de la République qui détermine et conduit la politique de la nation. Et aujourd'hui, nous l'avons vu dans notre pays. Lorsque les populations ont besoin d'eau, ont besoin d'électricité, ils s'adressent au président de la République. Il a des ambitions pour ce pays, il a un programme politique qu'il peut mettre en œuvre. S'il estime que lui-même doit être au devant pour s'assurer du suivi quotidien de la gestion des différents ministres que lui-même a nommés, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Du côté de l'opposition, l'adoption de cette loi fait grincer les dents.
Il reproche à la réforme les pouvoirs exorbitants qui seront conférés au président de la République. Selon les députés de l'opposition, la suppression du poste du chef du gouvernement en tant qu'organe constitutionnel va accroître les pouvoirs du président en regroupant ses pouvoirs traditionnels qui seront cumulés avec celui du Premier ministre. Autre grief, pour le groupe parlementaire Liberté et Démocratie, on voit en cette loi une façon camouflée de permettre au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale alors que la motion de censure des députés aura disparu. Le Parlement sera fragilisé pour la bonne et simple raison que le Premier ministre, qui a une connaissance transversale des dossiers de l'État, se présentait ici pour son discours de politique générale, un moment privilégié entre le Parlement et l'exécutif pour discuter en profondeur des questions qui touchent la vie de la nation. Cette rencontre ne va plus exister. Ce sont des pouvoirs exorbitants entre les mains du président de la République. Il ne peut pas en même temps s'occuper du Sénégal à l'intérieur, à l'extérieur du pays et en même temps vouloir avoir un œil permanent sur ce que chaque ministre fait dans son département. Ça n'obéit à aucune règle de gouvernance moderne, cette concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République. Avec l'adoption de cette réforme, ce sont une vingtaine d'articles de la Constitution qui seront modifiés. Il faut rappeler que le Sénégal a à 2 reprises supprimé le poste de Premier ministre. C'était en 1963 sous Léopold Sédar Senghor et en 1981 sous Abdou Diouf. Je l'annonçais en titre, le maréchal Khalifa Haftar, lancé à la conquête de Tripoli, a appelé dimanche soir ses troupes à infliger une leçon plus dure encore aux forces qui défendent la capitale libyenne et le gouvernement d'union nationale, GNA. Un message délivré à l'occasion du Ramadan. Les images. Après une progression rapide lors du lancement de l'offensive le 4 avril dernier, les troupes de Khalifa Haftar, autoproclamée armée nationale libyenne, piétinent aux portes de Tripoli, barrées par les forces loyales du gouvernement d'union nationale, dont les groupes armés de la ville de Misrata. Des combats se déroulent depuis plus d'un mois dans la banlieue sud de la capitale, ainsi qu'au sud de la ville. L'homme fort de la province orientale du pays a officiellement adressé des consignes à ses troupes dans un message lu par un porte-parole de l'armée nationale libyenne, le général Ahmad Al-Mesmari, est diffusé tard dans la soirée, à quelques heures du début du mois du Ramadan. Officiers et soldats de nos forces armées et des forces auxiliaires, je vous salue en ces glorieux jours et vous appelle à infliger à l'ennemi, avec votre force et votre détermination, une leçon plus dure et plus grande encore que les précédentes, comme nous savons que vous pouvez le faire, jusqu'à ce que vous le déracinez de notre pays bien-aimé, déclare-t-il. Il énumère diverses consignes militaires, affirmant notamment que dans le cas du retrait de l'ennemi, il faut que les forces le pourchassent avec force et rapidité, ne lui permettent pas de s'enfuir et l'anéantissent. Cette annonce intervient quelques heures après un appel de la mission d'appui des Nations Unies en Libye à une trêve humanitaire d'une semaine renouvelable à l'occasion du début du Ramadan. Depuis le 4 avril, les combats ont fait au moins 392 tués, 1936 blessés et plus de 55 000 déplacés, selon l'ONU. Et puis l'armée nigériane a annoncé ce dimanche la mort de 5 soldats. Ils ont été tués vendredi lors d'une attaque menée par le groupe djihadiste Boko Haram qui a réussi à prendre une base militaire dans le nord-est du pays. Les détails dans cet élément. 5 soldats nigérians ont été tués en fin de semaine écoulée lors d'une attaque du groupe djihadiste Boko Haram qui, selon l'armée, a réussi à prendre une base militaire dans le nord-est du Nigeria. Une colonne de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, faction des djihadistes de Boko Haram, venue à bord de camions et à moto, a attaqué la base de la ville de Magumeri, à 50 km de la capitale de l'État de Borno. Selon le porte-parole de l'armée nigériane, les forces gouvernementales ont combattu les djihadistes qui étaient venus pour piller de la nourriture et d'autres biens. Toujours selon le porte-parole, l'armée n'est pas la seule à avoir fait les frais de l'accrochage, les terroristes ayant également enregistré de lourdes pertes. Les combats ont duré 1 heure. Quelques jours plus tôt, les djihadistes avaient attaqué une base de Mararabar, Kemba, à 135 km de Maïdougouri, tuant 5 soldats.
30 soldats y sont portés disparus. Les localités de la région ont été frappées à plusieurs reprises par Boko Haram depuis 2014, dont des combattants avaient pris le contrôle d'une partie du territoire avant d'être chassés par une contre-offensive menée par la force multinationale mixte composée du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun. En bref et en images, 58 personnes ont été tuées et une quarantaine blessées dans la nuit de dimanche à lundi à Niamey par l'explosion d'un camion-citerne qui s'était renversé attirant des badauds voulant récupérer l'essence qui en coulait. Cette explosion intervenue lundi aux environs de 1h du matin a fait 58 morts, dont 55 sur place et 3 ayant succombé des suites à leurs blessures, a annoncé la présidence nigérienne dans un communiqué. Selon des témoins interrogés par un journaliste, le camion s'est renversé sur les voies de chemin de fer à la sortie de la ville, à quelques centaines de mètres de l'aéroport international de Niamey et qui n'a pas été affecté. Lundi matin, le camion calciné et couché sur son flanc était toujours visible alors que des policiers ramassaient des débris et des motos brûlées. Sur la route, des maisons avoisinantes ont été touchées par les flammes. Le corps retrouvé dans un parc national du Bénin où 2 touristes français ont disparu est bien celui de leur guide, a confirmé dimanche les gouvernements béninois et français, renforçant ainsi les craintes d'un enlèvement dans ce pays jusque-là épargné par l'insécurité. En Afrique de l'Ouest, des acteurs du secteur touristique réagissent à cette disparition. On les écoute. C'est quelque chose d'assez incompréhensible dans la mesure où le parc aujourd'hui maintenant est géré par African Park Network et qui est quand même une société de renommée internationale et qui fait un certain travail qui fait que notre parc renaît de ses cendres. Les visiteurs, ils veulent voir le lion, ils veulent voir les éléphants, ils veulent voir tout, ils veulent voir les hippopotames, presque tout, même le guépard qui est très discret. Donc quand ils arrivent comme ça, eh bien vous, en tant que guide, vous devez regarder. Et lorsque vous ne voyez pas, eh bien c'est ça qui vous amène à chercher et à aller jusqu'à la Matiabiga. Et moi, les quelques fois où je vais là-bas, j'ai quand même vu des lions dans la zone. Donc c'est vraiment trop important parce que là, ça montre un peu, ça donne le sourire aux visiteurs, ils sont contents et après vous-même, vous êtes contents. Non, pas du tout, c'est la première fois dans l'histoire d'abord du Bénin, je vais dire, depuis la création du parc en 1961, de pareil accident ne s'était jamais produit. C'est une première fois, c'est pourquoi ça nous fait tous bizarre et c'est très choquant ce qui est arrivé. Ah, ça crée un petit peu d'incertitude parce qu'on sait que quand on est touriste comme ça fait peur quand on voit qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se faire kidnapper dans un parc ou autre. Et apparemment, c'est la première fois que ça se passe au Bénin. Et on sent qu'il y a de la tension par rapport à ça parce que les gens sont pas... Enfin, c'est pas normal et donc ils sont pas habitués à ce que ça se passe. Donc c'est bizarre, c'est étrange. Et voilà qui met terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.